c'est l'heure de 64 débats. Faut-il encore manger du saumon? Les élevages intensifs font des ravages sur la biodiversité. Des fermes surpeuplées de Norvège à la pêche intensive au large du Sénégal, nous le verrons. Des enquêtes révèlent un système en crise profonde. Avec nous pour en parler autour de la table, Esther Dufort, bonsoir et bienvenue. Vous êtes cofondatrice et co-directrice de Systémique. C'est une association qui a pour mission de dépoissonner l'alimentation pour repeupler l'océan en sortant donc de la pisciculture intensive. Avec nous également Maxime Carcel, journaliste, documentariste. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci. Vous êtes spécialisé environnement et société, auteur du livre Un poison nommé saumon. J'ai bien dit Un poison nommé saumon, enquête sur une industrie dévastatrice, édition du Rocher. Et Jérôme Jourdain, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en Bretagne, il me semble, secrétaire général adjoint de l'Union des armateurs de pêche de France, l'UAPF, et président de la commission environnement du Comité national des pêches. Maxime Carcel, on commence avec vous. Le saumon, produit star des assiettes dans de nombreux pays en cette fin d'année, cache une réalité bien éloignée de l'image idyllique des fjords norvégiens. Poisson d'élevage, une industrie dévastatrice selon vous? Une industrie dévastatrice selon moi, mais pas que selon moi, selon les chiffres, selon les images que l'on a, selon les activistes qui sont sur place. C'est une industrie qui, depuis une vingtaine d'années, détruit, que ce soit en Écosse, les lochs ou les fjords en Norvège, la biodiversité aux alentours, et qui nuit à l'espèce de saumon sauvage qui, depuis maintenant quelques années, est dans un état déplorable. L'UICN, en 2023, a mis le poisson sauvage sur sa liste rouge, à cause du réchauffement climatique, des activités humaines, mais aussi à cause de la salmoniculture. Quels sont les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux? Vous avez mené l'enquête de ces élevages, de ces fermes de saumon. Alors, l'industrie du saumon, il faut bien comprendre qu'on parle d'élevage intensif de poissons. C'est une industrie qui est mortifère, qui a des impacts autant en amont, c'est-à-dire que pour nourrir ces saumons, on va pêcher des petits poissons sauvages, des sardines, des maquereaux qu'on transforme en farine de poisson. On mélange ça à du soja, donc on vient déforester en Amazonie pour produire du soja. On en fait des croquettes qu'on donne à nous manger au saumon. Et derrière, bien sûr, quand on parle d'élevage intensif, on parle de maladies, donc de traitements chimiques, d'antibiotiques, etc., qui se retrouvent dans l'eau. Donc, ils sont une vraie source de pollution pour les écosystèmes. Et derrière, quand ça se retrouve dans nos assiettes, il faut bien comprendre qu'on mange des microplastiques, des polluants éternels, des PCB, des métaux lourds. Donc, au bilan, c'est très négatif. Alors, j'aimerais juste voir un chiffre qui émane d'ailleurs de Systémique, de votre ONG, de votre association. Il faut 440 poissons, pas kilos, mais 440 poissons pour nourrir et élever un saumon d'élevage. Ouais, c'est énorme. Donc 440 poissons sauvages qu'on va venir broyer en farine de poisson et poissons qui pourraient être mangés directement, consommés directement par les populations, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que ces poissons sont pêchés le long notamment des côtes de Mauritanie, Sénégal, Gambie, et c'est une véritable problématique. En termes de kilos, c'est 6 kilos de poissons sauvages pour 1 kilo de saumon d'élevage. C'est énorme. Et on ira tout à l'heure au Sénégal, puisque vous l'avez cité. Maxime Carcel, est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est quoi une ferme? C'est quoi un élevage de saumon? Comment ça se présente? Ça se présente. Alors, le problème pour les saumons, les malheureux, c'est que les fermes à saumon ne se voient pas. C'est pas comme des fermes où vous avez 10 000 cochons ou poulets, effectivement. Poulets, c'est dur de mener des actions coup de poing pour les écologistes, y compris. Alors, c'est dur. Ils ont la possibilité d'y aller. Notamment, il y a Don Staniford qui y va avec son kayak et qui va plonger des caméras et des appareils photo dans l'eau. Mais pour les habitants qui sont autour, ils ne vont voir que des cercles à la surface de l'eau, sans odeur, sans bruit, sans cris, sans rien. Sauf qu'à l'intérieur, vous avez des poissons qui sont dans une densité effroyable. Vous avez jusqu'à un demi-million, voire 1 million de saumons qui sont concentrés à l'intérieur de ces filets et qui ne peuvent pas bouger ou très peu. Dans la nature, ces poissons peuvent parcourir jusqu'à 10 000 km. Je pense notamment au saumon de l'Allier qui va aller rejoindre le Groenland et revenir à son point de départ pour aller frayer, c'est-à-dire se reproduire. Là, ces poissons ne vont pas bouger de leur ferme, ils vont se faire manger littéralement par des
petits parasites qu'on appelle des poux de mer. Ils vont se faire manger vivants, la mâchoire, les nageoires, etc., les yeux. Et ces poissons qu'on retrouve complètement estropiés se retrouvent dans notre assiette. Dans les assiettes, effectivement, désormais. Jérôme Jourdain, pour les pêcheurs, quel est le regard, le vôtre d'abord, votre avis, et que disent les pêcheurs sur ces élevages intensifs de saumon qui, depuis des années, des dizaines d'années, prolifèrent? Le saumon en tant que tel, en espèce sauvage, peut bien évidemment être consommé. Le problème, comme ça a été évoqué par vos intervenants sur le plateau, c'est que l'élevage, c'est différent. Ça répond aujourd'hui à un besoin des consommateurs. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire pour éduquer les consommateurs, pour sortir du triptyque que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire les trois principales espèces que l'on consomme aujourd'hui en France, le saumon, vous l'avez évoqué, la crevette ou d'autres formes de poissons blancs, notamment le cabillaud. Et quand on voit que la consommation de produits de la mer en France est aujourd'hui stable, on est autour de 33 kilos, je crois, par habitant et par an. Bon, c'est nettement moins que la viande, mais pour moi, ça appelle deux remarques principales. La première, c'est celle que je veux rappeler, c'est que le poisson sauvage, en tant que tel, est une protéine des plus faiblement carbonées. Et c'est un prélèvement direct qu'on a sur la ressource. Donc il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'utilisation d'eau douce, il n'y a pas d'antibiotiques. Et deuxièmement, on remarque que 70% du poisson que nous consommons en France est aujourd'hui importé. Et parfois, ça vient de pays qui ne respectent pas les mêmes standards et les mêmes règles sanitaires, sociales ou environnementales que les nôtres. Et du coup, le vrai sujet, c'est de savoir est-ce qu'on veut encore avoir du poisson français demain dans nos assiettes. Puisque nous, on est confrontés principalement, alors on entend beaucoup parler d'importation, mais il faut aussi regarder, on évoque souvent le Mercosur pour la viande bovine, mais on a exactement les mêmes problèmes à la pêche, où on a des importations qui aujourd'hui viennent de pays tiers qui ne relèvent pas des mêmes standards que les nôtres. Ouais, donc voilà, donc aussi, on parlait tout à l'heure du Mercosur, et c'est vrai qu'il y a aussi cette question du poisson. Alors ça, ce n'est pas un de vos chiffres, Esther Dufort, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui le dit. Il ne s'agit pas seulement du saumon, mais les poissons sauvages représentent 87% de tous les animaux vertébrés utilisés pour l'alimentation humaine ou animale en 2019. En fait, on est en train de vider littéralement les mers et les océans. Alors nous, ça c'est vraiment très central dans l'action de Systémique. On travaille vraiment aussi pour la protection de l'océan. Actuellement, les océans sont vidés, donc on a une vraie problématique de surpêche. Et l'aquaculture intensive, donc ces élevages intensifs, sont souvent présentés comme une solution à la surpêche. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. On est vraiment aux antipodes de ce qu'il faut faire. Ils sont dépendants des importations pour nourrir justement les poissons d'élevage. Et effectivement, les poissons sauvages sont souvent utilisés pour nourrir des animaux qui sont dans les élevages intensifs. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment une industrie mortifère, l'industrie du saumon. Et effectivement, la France est le premier consommateur de saumon en Europe. C'est le premier poisson d'élevage le plus consommé par les Français. Donc, on a une vraie question à se poser sur le modèle actuel alimentaire qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir le développement d'une vision dystopique d'un avenir alimentaire aussi noir où en fait on vient vider les océans de tous ces poissons pour manger des choses qui sont inutiles? Personne n'a besoin de manger autant de saumon, autant de sushi, autant de bagels, etc. au saumon. C'est un besoin qui est vraiment créé purement de manière marketing avec une industrie norvégienne derrière qui le soutient. Et il y a des conséquences, vous l'avez dit, au large de l'Afrique de l'Ouest, direction le Sénégal, où un poisson qui faisait autrefois le quotidien des familles se fait désormais rare et cher. Il s'agit de la sardinelle, ou yaboy au Sénégal, en Wolof. Il est au cœur d'un paradoxe. Historiquement, poisson de consommation locale, ce poisson devient aujourd'hui un produit largement exporté. Reportage de notre correspondante Alissane Fernandez. Au marché de Ouakam, Adama Khan, mère de 4 enfants, fait ses courses pour préparer le thieboudienne, le traditionnel riz au poisson sénégalais. De la sardinelle, il y en a? Ça coûte combien? Une à 250, c'est cher. Avant, en plus d'un gros poisson comme le mérou, cette Dakaroise ajoutait systématiquement à son tiep de la sardinelle ou yaboy en Wolof. Ce n'est plus le cas. Avant, il y avait d'autres qualités de yaboy. Plus gros, plus long, mais c'est devenu rare. On ne voit que ça. Et ça coûte 250 francs. Et il y avait des tas à 100 francs, presque 10 yaboy à 100 francs. Toujours à Ouakam, à la plage de la mosquée de la Divinité. Badar Angom est pêcheur depuis plus de 10 ans. Lui aussi constate la raréfaction de la sardinelle, autrefois très abondante. Ce poisson, jadis bon marché, était à la base du régime alimentaire de nombreuses familles, notamment les plus modestes. De 6 heures jusqu'à maintenant, c'est tout ce que l'on a pêché.
Ce n'est pas grand-chose. Avant, on trouvait beaucoup de sardinelles, on en donnait gratuitement, mais maintenant, on n'en trouve plus. Selon la revue scientifique Marine Policy, la consommation de petits poissons, importante source de protéines, a été divisée par 2 au Sénégal en 10 ans. Pour Mamadou Sarr, coordonnateur des conseils locaux de pêche artisanale, les responsabilités sont partagées. Il indexe la pêche artisanale, la pêche industrielle, mais aussi la présence des usines de farine de poisson qui transforment les petits pélagiques en farine destinée à l'aquaculture et à l'exportation. Il y a un manque de poissons, il ne faut pas qu'ils nous poussent à avoir ces usines et prendre du poisson que les gens doivent consommer, ou bien prendre du poisson qui devait grandir. Ça a poussé à certains pêcheurs dans certaines localités à aller pêcher ces juvéniles pour les vendre à ces gens-là. Mamadou Sarr appelle à une meilleure régulation du secteur afin que les usines ne transforment plus que des déchets de poissons et non du poisson frais. Le Sénégal compte aujourd'hui 6 usines de farine de poisson contre 11 en 2018. Oui, alors ces poissons, je me tourne vers vous, Maxime Carcel, on les retrouve vraiment ensuite pour nourrir ces élevages, ces fermes intensives. À terme, dans 4 principaux pays qu'on voit, hein, notamment la Norvège, l'Écosse, le Chili et le Canada. Oui, ce sont des énormes chalutiers qui vont, russes, européens et chinois, qui vont absolument tout prendre au large. Racler au large de l'Afrique noire, comme on l'a vu. Et puis, on va avoir ces pêcheurs qui vont se retrouver sans poisson, donc sans emploi, et qui vont prendre la poudre d'escampette pour aller trouver une vie meilleure à l'intérieur de barques. Ça va être, pour aller au Cap-Vert, en Europe ou ailleurs, ça va être les exilés qu'on connaît, qui traversent la Méditerranée et qu'on va retrouver au fond de la Méditerranée. Pourtant, ce sont des pêcheurs qui développent des techniques de pêche qui ne sont pas destructrices et qui, à l'inverse des grands bateaux, vous avez des chalutiers qui peuvent faire 140 mètres. Le plus grand est un bateau français, d'ailleurs. Vous allez avoir donc une sorte d'effondrement des poissons au large de l'Afrique noire à cause de ces... Et la raréfaction. Jérôme Jourdain, en fait, aujourd'hui, quand on est pêcheur, on pêche plus pour le consommateur, on pêche plus pour les familles, on pêche plus... Aujourd'hui, on est même peut-être, j'allais dire, contraint de pêcher pour ses élevages, pour vivre de son métier. Alors là-dessus, moi, je suis relativement à l'aise, parce qu'en France, on n'a pas de pêcherie minotière, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pêche dirigée qui sont réalisées pour, comme vous l'avez dit, faire de la farine de poisson. Ça, en France, nous, là, 100% des captures réalisées sont destinées à la consommation humaine directe. Donc, votre interlocuteur parlait d'un navire français qui pêchait au large des côtes africaines. Moi, je réfute en tout cas ce constat-là, puisque, y compris sur des espèces comme le merlan bleu, qui a été notamment sous le feu des critiques, c'est pour faire du surimi qui est consommé par les consommateurs humains français. C'est pas pour faire de l'élevage. Donc ça, je suis relativement à l'aise pour dire que nous, en France, on est quand même mieux placés que le reste d'autres pêcheries qui, effectivement, peuvent être amenées à faire de la farine de poisson. Ouais, juste pour une question, vous ne parliez pas forcément de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence pour le plus grand bateau français ou... Si, le nom et les accords ont été rompus avec le Sénégal notamment. Ouais. C'est un bateau qui n'a pas... Vous vouliez ajouter sur les chiffres, vous disiez pendant le reportage au Sénégal d'Alissane Fernandez. Ce qui est important de savoir, c'est que la Norvège, qui est le premier producteur mondial de saumon, tous les petits poissons qui pêchent, donc sardines, maquereaux, en un an, ça permettrait de nourrir 4 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. 4 millions, c'est la population du Gabon et c'est le double de la population de la Gambie. Ouais, donc il y a des vrais choix à faire. Il y a des vrais choix à faire et c'est vraiment un détournement de la ressource qui pourrait être attribué en premier lieu à des populations et là où on va l'attribuer finalement à de la farine de poisson. Et derrière, la France a sa responsabilité puisqu'on incite énormément à la consommation de poissons. D'où le besoin aussi de dépoissonner l'alimentation, donc de réduire par 3 notre alimentation, mais en visant en priorité les poissons qui viennent des élevages intensifs et les poissons qui sont importés. Alors Jérôme Jourdain, par contre j'ai une question pour vous. Là, vous allez, je pense, pas pouvoir me dire que ça n'existe pas, puisqu'en ce moment même, à Bordeaux, il y a un rassemblement au Parvis des droits de l'homme pour contester quoi? Pour contester, et je vois sourire notre invité Esther Dufort en plateau, pour un projet d'un grand élevage, hein, on peut le dire comme ça, le plus grand, qui serait le plus grand du monde. C'est dans une commune de Gironde. Vous êtes pour ou contre ce projet? Moi, à titre personnel, je ne vais pas m'exprimer là-dessus, mais
Bien évidemment, ce que je disais au préalable, c'est que le saumon peut se manger à l'état sauvage et en tout cas en faire de l'élevage qu'on qualifie d'intensif, c'est pour répondre à des besoins des consommateurs. Et là-dessus, pour moi, il y a un gros travail à faire auprès des consommateurs pour justement se tourner vers des espèces sauvages au lieu de partir sur des projets tels que vous l'évoquez. Mais combien on trouve de poissons sauvages dans les rayons et au marché en France en pourcentage? On a des chiffres? Ça doit pas être beaucoup? Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est vrai que quand on regarde les poissons qu'on voit sur les étals, bon, le consommateur de base est souvent attiré par le saumon que vous voyez à l'écran, ou bien le poisson blanc. Il y a tellement d'autres variétés de poissons qui sont débarqués par nos pêcheurs français, qui sont aujourd'hui soit peu connus ou en tout cas mal valorisés, qu'il y a un énorme travail à faire sur ces productions nationales avant même de partir dans des projets soit d'élevage intensif ou d'importation que nous, on essaie de limiter en valorisant nos productions nationales. Alors la France va rejoindre les 4 pays producteurs bientôt. C'est ce que vous tentez d'éviter? Où en est le projet? C'est une entreprise qui s'appelle Pure Salmon, c'est ça, qui est basée à Abu Dhabi, qui mène ce projet à Verdon-sur-Mer en Gironde? Exactement. Donc, Pure Salmon, c'est le plus gros investisseur mondial dans la production d'élevage terrestre de saumon. Donc, il faut bien rappeler, ce sont des élevages sur terre intensifs de saumon. 10 000 tonnes par an, c'est le minimum pour être rentable, à 20 000 tonnes. Pour donner des ordres de comparaison, la pisciculture française produit 40 000 tonnes par an. Donc, ça voudrait dire produire à minima un quart de ce que produit la pisciculture française. Ce qui est vendu en premier lieu, c'est 250 emplois. Les 250 emplois pour 10 000 tonnes, nous, on trouve ça très peu. La pêche de Nouvelle-Aquitaine, donc toute la petite pêche là en Nouvelle-Aquitaine, par an, il débarque 12 000 tonnes et c'est 8 000 emplois derrière. Ouais. Donc, il y a vraiment un gros différentiel. Et par contre, c'est un projet qui a énormément d'impact. Donc, on vient de le voir avec les impacts sur la nourriture, donc pour nourrir ces saumons. Mais à l'échelle locale, il faut capter de l'eau, il faut énormément d'électricité et derrière, il y a des rejets qui se font dans l'estuaire. Alors, le mot de la fin, Maxime Carcel, ça, vous avez pu le constater, la pollution aussi, c'est énorme ce que rejettent ces grandes fermes aquatiques. Les fermes sur terre? Ouais. Alors, les fermes sur terre en France, sur les 3 projets, il y en a 2 qui ont été retoqués. Ouais. Pour le moment, ça serait la première grande ferme en l'état. Hein. Ouais. Et pourquoi vous faites ce livre justement pour que les consommateurs et les consommatrices se disent bon, on n'est peut-être pas obligé de manger effectivement du saumon à tout va? Parce qu'en fait, on a en France, on est le premier mangeur, on est les premiers mangeurs de saumon en Europe et puis dans le top 5 au niveau mondial. On avait beaucoup entendu, beaucoup vu, mais on n'avait pas lu exactement ce qui se passait derrière un steak de saumon, quels étaient les dessous de la production du saumon. Donc il était temps de revenir au début et de faire une compilation des données et des chiffres pour que j'aime pas ce mot-là, mais les consommateurs puissent avoir entre les mains tous les arguments nécessaires. Se faire une idée. Merci beaucoup Maxime Carcel, Un poison nommé saumon, édition du Rocher. Merci également à vous Esther Dufort et Jérôme Jourdain d'avoir été avec nous ce soir pour débattre donc de cette question importante pour la biodiversité et pour la planète entière.